Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur Gabon 24. Nous sommes exactement le 16 août 2019 et vous venez de suivre le discours à la nation donc, du chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui s'est adressé à ses compatriotes à la veille du 59e anniversaire de l'accession de son pays à la souveraineté internationale. Ali Bongo qui a été très précis, un discours de 11 minutes que nous allons essayer de décortiquer avec nos invités ce soir. Il s'agit de plusieurs ministres du gouvernement Kogé Bekele. Déjà sur le plateau avec moi pour ouvrir donc les échanges, pour débuter ces échanges ou pour démarrer ces échanges, c'est selon. Il y a le ministre de l'économie, des finances et des solidarités nationales, monsieur Roger Onomba. Bonsoir et merci d'être avec nous. À côté, une dame qui n'est plus à présenter, ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle chargée du dialogue social, Madame Madeleine Baird. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 pour décrypter avec nous, si décryptage il y a lieu, le discours du chef de l'État. Discours de 11 minutes, mais très précis. Des points essentiels ont été abordés. D'entrée de jeu, je vous demanderai de donner votre appréciation, si on peut le dire en ces termes, mais plutôt votre lecture de ce message. Madame Baird, on commencera par la femme. Merci, c'est un message d'unité, un message concret qui rappelle les priorités du gouvernement et du chef de l'État, un message dans lequel le chef de l'État nous ramène à l'unité, à nous concentrer sur l'essentiel, sur la dignité qui doit être donnée aux jeunes qui cherchent de l'emploi, sur la nécessité pour nous de corréler les offres de formation avec le marché de l'emploi. C'est un discours concentré qui nous ramène à l'essentiel, aux priorités qu'il n'a de cesse de nous rappeler tout au long de notre travail de ministre. Et plus que jamais, ce discours nous ramène ensuite, après celui du 8 juin, sur la nécessité de véritablement se concentrer sur les priorités, accès à l'eau, à la santé, au travail. Des points essentiels. Donc des choses essentielles, concentrées, précises. Et on l'a suivi tous ensemble dans ce discours. Monsieur le ministre de l'économie, des finances et des solidarités nationales, vous avez été plus ou moins au centre de ce discours, puisqu'on a beaucoup parlé d'économie, d'emploi, d'éducation, de formation. Votre lecture du discours du chef de l'État? D'abord, le chef de l'État est là, il gère, il donne les instructions, il oriente. C'est un discours qui a balayé tous les aspects de la vie du pays. Économie, sociale, institutions, politiques, donc avec des orientations très très claires, des données très claires sur tous les éléments. Donc ça montre que le chef de l'État est aux commandes déjà. Ça c'est la première chose que je peux dire d'emblée. Ensuite, effectivement, comme a dit ma collègue, tous les sujets qui ont été abordés ont été des sujets avec des orientations très concrètes, avec des chiffres parfois, avec des actions à mener qui sont très très précises et très très concrètes. Donc c'est, je veux dire, presque des actions de terrain. C'est vraiment des choses qui n'amènent même pas de débat en tant que tel, c'est vraiment des choses qui vont droit vers les préoccupations des populations gabonaises. Alors, les réformes impulsées en 2018, je vais le paraphraser à chaque fois pour que vous puissiez réagir plus facilement. Les réformes impulsées en 2018 nous redonnent des marges de manœuvre nécessaires budgétaires pour financer les investissements les plus urgents, notamment en matière de routes, d'écoles, d'hôpitaux. On va parler d'énergie également et de logement. Où est-ce qu'on trouve cet argent à l'heure où au Gabon on parle encore de crise véritablement? Les réformes, globalement, les finances publiques, c'était globalement comment faire réduire les dépenses et augmenter les ressources. C'était ça. Le gros de la réforme, c'est cela. D'accord. Donc, a-t-on réduit les dépenses? Alors, justement, c'est ce qu'il dit, que les fruits qu'on commence à voir aujourd'hui commencent à apporter des fruits. Il a indiqué, par exemple, que la masse salariale avait baissé. Les fonctionnaires étaient passés sous la base de 100 000 fonctionnaires aujourd'hui. Ça générait des économies. Mais il y a d'autres réformes qui ont été engagées dans d'autres dépenses de l'économie. Vous vous souvenez, l'année dernière, lorsque le chef de l'État lui-même, au niveau de la présidence, a fait partie de 200 personnes, plus de 200 personnes ici, à la primature également,
tous les cabinets ministériels sont maintenant normés. On ne peut plus nommer des cabinets pléthoriques. Donc tout cela a entraîné des économies qui commencent déjà à être perceptibles aujourd'hui. À côté de ça, il y a également des réformes pour augmenter les recettes. Donc mieux collecter les impôts, mieux collecter le droit de douane, toutes ces réformes-là aujourd'hui, c'est ça les marges de manœuvre qui sont dégagées. Alors moi, ma question, elle est simple. Le chef de l'État dit, vous nous dites que tout cela est possible, tout cela a été fait parce qu'il y a eu une dynamique impulsée depuis le sommet de l'État, donc de la présidence de la République jusqu'au ministère, mais les Gabonais le ressentent comment? Ils le ressentiront quand? Ils le ressentiront premièrement lorsqu'on va, comment dirais-je, pendant longtemps, les investissements ont été bloqués. D'accord. Lorsqu'ils verront qu'on recommence à investir, il a annoncé par exemple la route nationale, qui est un projet prioritaire. Un projet prioritaire, donc c'est avec toutes ces économies-là que les Gabonais vont le ressentir. Il a annoncé les investissements en matière énergétique, en matière d'eau potable, en matière de santé. C'est à ce moment-là qu'ils vont le sentir. Parce que lorsque la situation économique était difficile, il n'y avait plus d'investissement. On était passé dans un système où, je veux dire, le budget d'investissement était un ajustement. Alors qu'au début de son mandat, en 2009, c'était l'inverse. Il avait indiqué qu'il y avait une proportion du budget qui était d'avance réservé aux investissements. À un moment donné, du fait de la crise et du fait de la situation économique, c'était maintenant devenu l'inverse. D'accord. Et on va en savoir davantage tout au long de nos échanges, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps et qu'à côté de vous, il y a le ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle chargé du dialogue social. D'entrée de jeu, le dialogue social, où en sommes-nous? Est-ce qu'il se poursuit dans l'administration comme annoncé par le Premier ministre, ou il y a un statu quo parce qu'on ne sait plus véritablement ce qui se passe? Est-ce qu'il se poursuit ce dialogue d'entrée de jeu? Et puis on parlera de cette barre de 100 000 agents de la fonction publique. Oui, premièrement, le dialogue social se poursuit, bien évidemment. Le Premier ministre a instruit chacun des ministres à initier un dialogue avec les partenaires sociaux. Vous observerez que ces derniers temps, nous n'avons plus beaucoup de remous dans nos administrations. Il y en a encore quelques-unes qui souffrent de... Certes, mais ça arrive. Je vois par exemple l'exemple récent qui était celui de rappeler les régularisations des situations administratives. Elles ont commencé à être effectives, donc petit à petit... Elles se poursuivent. Elles se poursuivent et on pense qu'il est important pour nous de continuer ce dialogue parce qu'au final, ces remous sont souvent liés à des incompréhensions et parfois à un déficit de communication. Donc ça, je tiens à l'affirmer, aussi bien d'ailleurs avec le secteur privé qu'avec le secteur public. Nous maintenons le dialogue social, ça fait partie vraiment des priorités, la priorité des priorités. Du chef de l'État. En l'espace d'un an, le nombre d'agents de la fonction publique est passé sous la barre de 100 000. Comment on en est arrivé là et que sont devenus ces agents qui ont été plus ou moins écartés? En fait, cet effet de baisse est lié essentiellement à la réforme courageuse qui a été celle de recenser nos agents publics au mois d'avril 2018. Donc, à la fin de l'année 2018, nous avons observé qu'effectivement, il y a beaucoup d'agents qui n'ont pas été recensés, c'est-à-dire qui ne se sont pas présentés. Eh bien, ça fait tout simplement un décompte tout simple. Donc, il y a... Alors, ils ne se sont pas présentés et puis finalement, vous avez mené l'audit. L'audit en question a permis de découvrir que ces agents ne s'étaient pas présentés, donc ils n'étaient pas régulièrement reconnus. Tout à fait. Bon, il y a plusieurs situations qui peuvent arriver. Il y a des situations de maladie, il y a des situations d'absence du territoire, il y a des situations de décès. Et donc ces personnes, que sont-elles devenues concrètement ? Elles ne sont pas réclamées, elles ne sont pas venues réclamer leur situation. Aujourd'hui, nous avons une situation où on a des agents qui réclament, pour lesquels nous régularisons les situations, et puis d'autres qui ne réclament pas. Et pour ces personnes qui n'ont pas réclamé, elles peuvent continuer à rester dans leur coin, tout simplement. À partir du moment où vous avez une situation qui n'est plus régulière, votre démarche naturelle est de venir vers la fonction publique et réclamer vos bons de caisse. D'accord. Or, si ces personnes ne le réclament pas, c'est que... Ça veut dire qu'elles n'en ont pas besoin ou qu'elles ont autre chose à faire. Mais comment on explique dans un pays de droit comme le Gabon, où l'on a des règles dans toute chose, en toute chose d'ailleurs, permettez, que l'on soit en face de combien d'agents? De combien d'agents on parle là? À peu près moins de 100. Moins de 100 000 oui. On était à 112 000 avant, on est passé en dessous de la barre des 100 000. Alors, les personnes qui ont été écartées, elles s'élèvent à combien? Je ne sais pas, entre 112 000 et 100, ça fait 12 000.
12 000 Hein, c'est ça. Ces 12 000 agents ont perçu l'argent du contribuable pendant des années, à la barbe de tout le monde. Et puis un matin, on s'est levé et puis on s'est dit, finalement, il fallait qu'on engage des réformes courageuses pour nettoyer le fichier de la fonction publique. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que ces personnes, lorsqu'elles vont se rendre compte que leur salaire a été coupé, ont été coupés et qu'elles ne bénéficient plus des mêmes avantages, qu'est-ce qu'elles vont, quand elles reviendront, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Mais déjà, premièrement, vous avez bien vu que vous avez parlé de réforme. Il était peut-être un peu temps de se mettre un peu à travailler et à dire stop. Premièrement, si vous êtes dans une situation de droit, vous présentez tous les documents qui vous permettent de réclamer votre droit et vous êtes payé. Si vous n'êtes pas dans cette position, si vous n'êtes pas dans une situation de réclamation, que ça fait plus de 6 mois, depuis avril, ou plus de presque un peu plus de presque 1 an, vous êtes vous ne cherchez pas à réclamer votre situation, c'est que finalement cette situation elle était peut-être indue. Donc dans tous les cas, une chose est certaine, le chef de l'État a dit, ces réformes ont été courageuses et nous ont permis de finalement mettre un terme peut-être. Alors le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, parle de réformes depuis 2018, des réformes très très courageuses, mais on a l'impression que le gouvernement ne suit pas forcément, puisqu'il y a encore des zones de résistance, il y a encore des Gabonais qui se plaignent, il y a encore des choses qui ne marchent pas. Concrètement, en termes d'emploi au Gabon aujourd'hui, est-ce que, en termes de fichiers à la fonction publique, de travailleurs, j'entends, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que toutes les réformes engagées vont permettre à mieux être à ces fonctionnaires qui nous regardent aujourd'hui? Oui. Justement, le point fort de la réforme, c'est justement de mettre un peu de clarté dans ce fichier. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons décidé, depuis le Conseil des ministres du 29 mars dernier, de recenser biométriquement les agents. Ce recensement, où en est-on? Il va démarrer au mois de septembre. Ah, il démarre seulement en septembre. Tout il à dure fait. Combien de temps? On va dire 2 mois. 2 mois. Puisque nous faisons le recensement sur l'ensemble du territoire. D'accord. Donc il sera lancé sur la phase premièrement à l'Estuaire et ensuite dans les 8 provinces qui restent jusqu'à la fin du mois d'octobre à peu près. D'accord. Donc ça, c'est une réforme courageuse parce qu'il est important pour à la fois le ministre de l'Économie et le ministre de la Fonction publique d'avoir le contenu concret de cette masse salariale à travers cette opération qui se déroule en 3 phases. Il y a une première phase qui est un recensement biométrique qui nous permettra d'avoir un chiffre et ensuite nous avons un recensement statistique qui va nous permettre d'avoir les données qualitatives des agents, de savoir qui a 1, qui a 2, qui est en pause, qui ne l'est pas, qui est malade, et qui est absent, etc. D'accord. Et moi, la question qui suit, elle est toute faite, monsieur le ministre de l'Économie. Est-ce que baisser le train de vie de l'État, donc assainir le fichier de la fonction publique aujourd'hui, permettra à l'économie gabonaise de regagner son lustre d'antan? Non, bien sûr, mais ce n'est pas le seul aspect des réformes. Hein. Oui. Mais je veux commencer par dire qu'en réalité, la base de toutes les réformes, l'objectif de toutes les réformes, c'est de changer déjà de comportement et de paradigme. Lorsque Madame Baird parle aujourd'hui de nettoyer le fichier, mais le vrai objectif, c'est une meilleure gestion des ressources humaines de la fonction publique. D'accord. Donc, c'est une meilleure gestion des ressources humaines, donc c'est une meilleure prise en main de l'agent public par le contrôle, parce qu'en réalité, la révision du fichier, c'est également le contrôle. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que les réformes n'ont pas concerné uniquement la masse salariale. D'accord, on l'a compris. Voilà. On l'a compris. Mais ce chiffre de 3%, 3,5% rapidement, oui. Vous nous en parlez. Oui. En nette hausse par rapport aux années précédentes. Absolument. Sur le taux de croissance du PIB, que le chef de l'État a cité, qui était un indicateur important pour les investisseurs, parce que quand un investisseur vient, il regarde un peu le taux de croissance du PIB. Mais derrière le taux de croissance du PIB, en fait, ce qu'il faut également, et le chef de l'État l'a dit à plusieurs reprises, c'est que ce soit une croissance inclusive, c'est-à-dire qui intègre tout le monde, qui intègre tous les aspects du pays, les aspects sociaux, les aspects infrastructures, tous les aspects du pays. C'est ça le plus important. Voilà, c'est donc le plus important. Nous venons d'évoquer, malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps. Nous aurions pu aller un peu plus loin, mais on me fait dire de l'autre côté qu'il faut que je m'arrête. Alors je m'arrête pour cette première partie. Nous allons suivre à nouveau le discours du chef de l'État et revenir derrière pour la suite de ce décryptage.